Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 30 août à la une de l'actualité. Alger s'apprête à recevoir de nombreuses délégations pour la foire commerciale intra-africaine. Cette quatrième édition aspire à être une véritable tribune stratégique appelée à transformer la ZLECAf en une réalité concrète. Les forces d'occupation sionistes tentent d'établir une présence permanente dans le centre de Raza. Les bombardements et tirs d'artillerie poussent des centaines de milliers de Palestiniens à l'exode dans des conditions inhumaines. 10 Palestiniens ont été tués ce matin. Nous ferons le point depuis l'enclave. En France, risque de blocage total le 18 septembre à l'appel des principaux syndicats du pays qui annoncent des grèves et d'importantes manifestations. Elle dénonce le plan d'austérité 2026 du gouvernement. Et patrimoine, ce matin, on vous emmène à la Casbah de Béjaïa, construite par les Hammadides au XIIe siècle. Elle porte des traces du rayonnement culturel et scientifique auquel elle a participé et le remarquable passage du sociologue et historien Ibn Khaldoun. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, Alger s'apprête à recevoir les nombreuses délégations du continent prenant part à la foire commerciale intra-africaine. Cette quatrième édition aspire à être une véritable tribune stratégique, un rendez-vous appelé à transformer la zone de libre-échange continentale africaine en une réalité concrète. En tout cas, le potentiel est énorme et la volonté politique devrait suivre. Rina Lorari. Au-delà de l'exposition, il s'agit d'accélérer l'harmonisation des règles commerciales, de fluidifier les échanges et de donner corps à un marché unique africain. L'IATF permettra d'unifier les normes, de lever les barrières logistiques et de soutenir la mise en place de chaînes d'approvisionnement africaines. Investissements industriels, projets d'infrastructures, systèmes douaniers uniformisés, plateformes de paiement numérique. La foire se veut aussi une passerelle pour les petites et moyennes entreprises vers de nouveaux marchés. Avec près d'1,4 milliard de consommateurs, cette manifestation ouvre une plateforme physique et numérique sans précédent. Conférences, forums et signatures de contrats viendront donner un nouveau souffle au commerce intra-africain, encore trop limité face aux potentialités. À l'agenda également, le Nexus de l'Afrique créative et le Salon africain de l'automobile, deux espaces phares pour valoriser l'innovation, l'industrie culturelle et les chaînes de valeur industrielle du continent. Le thème de cette quatrième édition est Boosting Intra-African Trade for a Sustainable Future, Innovation, Value Addition and Green Industrialization. Donc, qui veut dire simplement que cette quatrième édition de la foire veut se focaliser sur l'innovation, veut se focaliser sur les chaînes de valeur et l'industrialisation verte. Donc, il faudrait reconnaître que l'Afrique n'est pas à la tête des pays au niveau mondial en termes d'innovation. Il faut la collaboration et c'est la collaboration intense au niveau des centres de recherche qui va accélérer l'innovation et permettre que l'Afrique remonte dans le classement des continents ou des pays qui ont le plus d'innovation. L'organisation de cette édition à Alger reflète l'ambition du pays. Se positionner comme un pôle majeur de l'intégration économique africaine. Son emplacement stratégique entre Afrique subsaharienne, Méditerranée et Europe en fait un relais vital pour les flux commerciaux et d'investissement. Et avec son adhésion au système panafricain de paiement PAPS, l'Algérie confirme son rôle moteur dans l'agenda de la ZLECAf et compte transformer les textes en une réalité palpable. Il y a également les actions que l'Algérie mène pour pouvoir consolider le marché africain, l'intégration africaine. Et là, par exemple, l'Algérie est en train d'accélérer le GAFTA, qui est le marché arabe, pour que ce marché puisse s'intégrer au marché africain du ZLECAf. Le fait que l'Algérie aujourd'hui accepte de discuter avec ses voisins africains, de s'impliquer, d'être à toutes les réunions de l'Union africaine, mais également d'héberger des initiatives africaines comme la foire, comme le NARC, démontrent l'engagement solide de l'Algérie. L'Algérie a carrément renforcé son engagement en faveur de l'intégration économique africaine.
ces initiatives pour améliorer les infrastructures, développer les corridors commerciaux, faciliter les échanges avec ses voisins témoignent d'une volonté réelle de s'ancrer dans l'économie africaine. Une semaine pour bâtir des ponts. Une semaine pour renforcer la confiance dans les capacités locales et dessiner l'avenir économique du continent. Alger devient donc l'épicentre du commerce africain durant une semaine et au-delà. Agriculture, la récolte de raisins bat son plein en cette période de l'été. Même si elle ne figure pas parmi les plus grandes productrices de ce fruit, la wilaya de Blida enregistre une amélioration significative. Cela est dû au soutien des autorités, mais aussi le recours au greffage dans la viticulture. Exemple ce soir d'une exploitation à l'Arbara spécialisée dans les plants de vignes de raisins de table. Walid Rabah Zenati et Walid Yosfi. À Blida, la viticulture s'impose comme une activité agricole en plein essor. L'exploitation de Mohamed Othman illustre parfaitement ce dynamisme. Ingénieur de formation, il consacre ses journées à son exploitation agricole depuis plus de 50 ans maintenant. Elle s'impose aujourd'hui comme un exemple de réussite alliant savoir-faire traditionnel et techniques modernes. Nous produisons ici du raisin et des plantules. Nous avons donné 20 hectares dédiés au porte-greffe. Le greffon de raisin est aussi produit ici. Nous avons démarré de rien en 1988. Après avoir bénéficié de subventions de la part de l'État, nous avons commencé à produire des racinés et des greffés soudés. Grâce à leur longue expérience, Mohamed Othman et son équipe maîtrisent désormais toute la chaîne, du greffon au plomb. Des greffons essentiels pour renouveler et améliorer les vignobles, préserver les variétés traditionnelles et réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Leurs pépinières approvisionnent des viticulteurs de tout le pays. Nous procédons au greffage des variétés Victoria, Italia, Muscat et Cardinal. Il y a des agriculteurs qui viennent des 4 coins du pays pour acquérir nos plantules. Sur 33 hectares, les vignes soigneusement entretenues atteignent une productivité exceptionnelle de 450 quintaux à l'hectare. Nous sommes actuellement en pleine saison de cueillette. Dès les premières heures du matin, les vendangeurs s'activent, les sécateurs résonnent entre les rangées de vignes dans une organisation millimétrée. Nous commençons très tôt, vers 5h30 du matin, pour pouvoir finir rapidement et mettre la récolte sur le marché. Soutien technique, accès facilité aux intrants et programme d'irrigation ciblé, l'État accompagne de près ce type d'exploitation, conscient de son rôle stratégique pour la filière. La superficie consacrée à la filière viticole à Blida dépasse les 1280 hectares. L'État, pour sa part, accompagne les viticulteurs, notamment à travers l'octroi d'autorisation de forage, le soutien à l'irrigation ainsi que l'électrification agricole. À Blida, la viticulture est une véritable tradition qui façonne le paysage agricole. Grâce à l'expérience des exploitants et à la maîtrise de l'itinéraire technique, la région maintient une production régulière et de qualité. Elle s'impose ainsi comme l'un des pôles viticoles majeurs du pays. Un nouveau marché national de gros voit le jour à Bouhmama, à Khenchela. Sa particularité, il est dédié en grande partie à la pomme, fruit dominant dans la région. Cet espace, inauguré récemment, permettra de vendre la production locale et de faire connaître les nombreuses variétés cultivées à l'échelle nationale. Abdelrahman Chebah, Malika Blel. À Bouhmama, commune nichée dans les montagnes de Khenchela, la pomme est plus qu'un fruit, c'est une richesse locale. La région est devenue aujourd'hui une destination privilégiée pour les agriculteurs et les commerçants venus de différentes wilayas depuis l'inauguration du marché national de la pomme et autres fruits et légumes. Ce marché est un véritable acquis pour la région. Il est la vitrine où se joue la réputation de la filière pomme. Nous, en tant que producteurs, veillons à en assurer la réussite à travers le maintien d'une organisation rigoureuse. Nous espérons que ce marché profitera à la commune de Bouhmama, à la wilaya de Khenchela et à l'ensemble du pays. Nous lançons un appel aux agriculteurs pour qu'ils commercialisent leurs produits dans ce marché.
Nous sommes très heureux de l'ouverture de ce marché qui dispose de tous les équipements et infrastructures nécessaires. Réalisé dans le cadre du programme complémentaire de développement dédié à la wilaya de Khenchela, cet espace n'est pas qu'un simple lieu de vente, c'est un véritable carrefour économique où producteurs, grossistes et revendeurs contribuent à la dynamisation de l'agriculture locale en proposant des produits de qualité, triés, calibrés et valorisés. Il s'agit d'une infrastructure commerciale qui comprend 32 entrepôts, 16 chambres froides ainsi que d'autres installations telles qu'un bloc administratif et un espace polyvalent. Le marché dispose également d'une grande surface d'exposition de plus de 4 hectares, spécialement conçue pour permettre aux agriculteurs de présenter leurs produits. Un marché vivant, une pomme emblématique, une région qui mise sur son terroir, Khenchela s'affirme comme un acteur clé du commerce agricole. À l'étranger, l'assaut général de l'armée de l'occupation israélienne contre Gaza s'intensifie dans le centre, notamment qu'elle tente de contrôler totalement. Depuis ce matin, 10 Palestiniens ont été tués par l'entité sioniste. Les bombardements et les tirs d'artillerie forcent des centaines de milliers de Palestiniens à l'exode et au déplacement dans des conditions inhumaines. Le point avec notre correspondant Wissam Abouzaïd, commentaire de Bet Yarmani. Gaza s'est de nouveau réveillée sous les bombardements. Au nord et à l'est de la ville, les frappes israéliennes ont rasé plusieurs blocs résidentiels. Les bâtiments s'effondrent, les sons des bombardements fusent de partout. Des milliers d'habitants contraints à l'exode se dirigent vers l'ouest de la bande, les bras chargés d'enfants dans des conditions humanitaires des plus désastreuses. Pas d'eau, pas de nourriture, ces familles évoluent sous des abris de fortune. Regardez l'état de cette vieille dame. Elle a perdu toute sa famille. Elle n'a nulle part où aller. Où aller? Il n'y a nulle part où fuir. Je suis malade. Je ne peux ni marcher ni courir. Les frappes ont fait des dizaines de morts tombés en martyrs et des blessés. Les hôpitaux, de surcroît sans moyens, ne peuvent plus faire face à l'afflux des victimes et à la pénurie de médicaments. Au milieu des blessés, cette fillette pleure son frère. Tant bien que mal, les équipes médicales tentent de sauver le maximum de vies. Même les régions ouest de Gaza, qualifiées par l'occupationniste comme zone sûre, sont aujourd'hui classées zone de combat. Des missiles lourds y ont détruit des immeubles, tuant des femmes, des enfants et décimant des familles entières. Nous avons été bombardés dans la nuit. Tous les martyrs ici sont des civils innocents, des déplacés. Il n'y a ni sécurité ni protection. Nous n'avons nulle part où aller. L'armée sioniste poursuit sa guerre contre le peuple palestinien innocent dont le nombre de martyrs ne cesse d'augmenter après le nord et l'est de Gaza. Le danger guette désormais l'ouest de la bande, une région que l'armée sioniste veut à tout prix vider de sa population. Et ce nouvel assaut contre Gaza a été largement condamné dans le monde, ainsi que la volonté d'établir une présence permanente dans le centre de l'enclave. À l'exemple des ministres des Affaires étrangères de l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, la Slovénie ou encore l'Espagne. Par ailleurs, la délégation de l'État de Palestine a appelé à imposer un embargo sur la fourniture d'armes à l'entité sioniste qui les utilise dans son génocide contre Gaza. C'était lors de la 11e conférence des États partis au traité sur le commerce des armes à Genève. En France, risque de blocage total le 18 septembre prochain à l'appel de l'intersyndicale, une mobilisation qui pourrait geler tous les transports, y compris aériens, en plus d'importantes manifestations. Cette action vient en complément de celle prévue le 10 septembre pour dénoncer le plan d'austérité 2026 du gouvernement. Maïsal Bouahla. En France, la rentrée sociale s'annonce explosive. Les principales organisations syndicales ont lancé un appel à une journée nationale de grève et à des manifestations le 18 septembre pour exprimer leur refus d'une austérité budgétaire jugée insoutenable pour les ménages. Nos organisations appellent à une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire le 18 septembre 2025, y compris par la grève et la manifestation. Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser massivement
pour changer la donne. Même exigence pour le secteur des transports qui appelle également à une grève massive. Les contrôleurs aériens ont de leur côté déjà déposé un préavis à partir du 18 septembre. Face à cette mobilisation, le patronat français tire la sonnette d'alarme avec une croissance à l'arrêt et des entreprises fragiles. Le mouvement des entreprises en France redoute que la grève n'aggrave la perte d'activité et n'envoie un mauvais signal aux investisseurs. Les outils constitutionnels semblent aboutir au même résultat, une nouvelle dissolution, une présidentielle anticipée. Le vrai problème, c'est de trouver des majorités et ça, la Constitution n'y peut rien, donc on n'a plus vraiment de solution en main. Dans la rue, les Français expriment une profonde inquiétude face à l'avenir. Hausse des prix, précarité, incertitude fiscale, l'angoisse gagne du terrain, en particulier chez les jeunes et les classes moyennes. À cette tension économique et sociale s'ajoute une instabilité politique grandissante. Le gouvernement, fragilisé par l'absence de majorité claire à l'Assemblée, peine à faire passer ses réformes et risque de ne pas survivre au vote de confiance du 8 septembre. Moi, évidemment que je vais voter contre la confiance de M. Bayrou et ça sera le cas des parlementaires insoumis. Pour une raison simple, c'est qu'il faut changer, mais complètement, radicalement et totalement de logique économique aujourd'hui. Je me demande si M. Bayrou est déconnecté de la réalité ou en réalité c'est s'il organise son suicide pour pouvoir après dire « Regardez, je vous l'avais bien dit ». Que François Bayrou, je suis assez bien placé pour le dire, est un menteur. Il a roulé dans la farine les socialistes il y a un an, leur faisant tant de promesses et n'en tenant aucune. Nous le connaissons désormais. Jeudi 18 septembre s'annonce comme une journée décisive pour la contestation sociale entre tempête politique et exaspération populaire. C'est en sursaut collectif que la France s'apprête à vivre. L'hypothèse d'une crise institutionnelle n'est plus écartée. Certains observateurs évoquent même la possibilité d'une France bientôt plongée dans une zone d'incertitude inédite depuis des décennies. Autour dans le pays, on va à Ain Temouchent, région côtière où les sports de plage sont très présents. Cette semaine, une compétition féminine a été organisée par l'Association nationale de promotion du sport féminin. Et l'événement, qui a enregistré une forte participation, a accueilli des femmes de 25 wilayas du pays. Yasmine Ramli. L'espace d'une journée, la plage de Rjgoun à Ain Temouchent a changé de décor pour se muer en stade à ciel ouvert, dédié au sport féminin, en abritant la compétition du Grand Prix d'été. Une rencontre qui a rassemblé un grand nombre de participantes venues de 25 wilayas. Même si Tipaza dispose de magnifiques plages, cette expérience m'a permis d'en découvrir d'autres à travers le pays. Cela nous a permis de découvrir et de faire connaissance avec d'autres participantes et j'adresse tous mes encouragements à chacune d'entre elles. La distance était longue, mais une fois arrivée, cela nous a réellement donné l'envie de continuer. Un rendez-vous qui n'a pas été uniquement sportif, puisque c'était également une occasion pour rendre hommage à Aïcha Hamadouche, figure sportive emblématique à Ain Temouchent. L'événement a aussi constitué une étape pour prospecter de nouveaux talents dans plusieurs disciplines sportives. Le leadership féminin est en constante progression, comme en témoignent les statistiques relevées au niveau des ligues ainsi que des clubs sportifs concernés. L'association nationale œuvre à promouvoir le sport féminin et à révéler de nouveaux talents en accord avec la politique du ministère. Notre objectif est de promouvoir ces 4 disciplines afin qu'elles gagnent en visibilité, notamment lors du championnat national prévu cette année. Le programme de l'Association nationale pour la promotion et le développement des sports féminins se poursuivra avec de nouvelles manifestations nationales et arabes dans les prochains mois. Patrimoine pour terminer, on remonte le temps vers le XIIe siècle, période de la construction de la Kasbah de Béjaïa par les Hamadides. La citadelle est aujourd'hui un des sites historiques incontournables de la région et porte les traces des civilisations et du rayonnement culturel et scientifique auquel elle a participé. L'un des illustres personnages qui l'ont marqué, le sociologue et historien Ibn Khaldoun. Reportage de Hicham Daouf. Béjaïa est une ville où le savoir et la nature se rencontrent harmonieusement, faisant d'elle une destination incontournable pour les passionnés de culture et les amoureux de paysages authentiques. La Kasbah de Béjaïa est un site historique qui date de l'époque médiévale
est connue pour son architecture impressionnante et son importance stratégique. Tout au long de son histoire, elle a été un point de rencontre entre différentes cultures, notamment arabes, berbères et européennes. La Casbah de Béjaïa, à travers de son histoire aussi, elle a connu plusieurs modifications architecturales. Donc l'arrivée des Espagnols en 1510, ils ont solidifié le mur est. Ils ont construit la maison à patio et le fort espagnol. Donc l'arrivée des Turcs, en 1555, ils ont remanié seulement la mosquée Ibn Khaldoun. Et l'arrivée des Français, ils ont construit la partie sud, excepté la muraille qui existait bien avant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la muraille, quand ils ont construit la Casbah, ils l'ont directement attachée à la muraille de l'époque hamadite, la partie ouest et la partie sud de la Casbah. L'importance de la Casbah de Béjaïa revient aussi à sa superficie qui dépasse les 2 hectares, mais surtout de sa proximité du port. Elle fut construite au milieu du XIIe siècle par le calife de la dynastie d'El-Mohad, Abdelmomen Ben Ali, vers 1154. À travers son histoire, cette Casbah a connu le passage de plusieurs savants et érudits, comme le célèbre Ibn Khaldoun, considéré comme étant le père de la sociologie. Il occupait le poste d'El-Hajjab, qui est l'équivalent d'un ministre de l'État, en plus de son rôle d'enseignant en matière de jurisprudence. Ibn Khaldoun a effectué plusieurs séjours ici à Béjaïa, de 1352 à 1354. Et ça l'a aidé à parler de l'Omran, de l'urbanisme, et ça l'a vraiment aidé dans son livre de la Muqaddima sur l'urbanisme, sur la société. Béjaïa était un carrefour à l'époque médiévale où tous les savants, où tous les érudits passaient par là. Aujourd'hui, une visite de la Casbah de Béjaïa demeure incontournable pour les touristes locaux et étrangers. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agences locales, on a beaucoup de touristes qui veulent découvrir le pays inconnu en Nord-Afrique. Et maintenant, on a beaucoup d'exemples des gens qui visitent Béjaïa, Alger, Constantine. J'aime Béjaïa, la nature y est splendide, avec ses vastes paysages et des sites comme le Cap Carbon. Ce fut une expérience incroyable. Nous allons maintenant découvrir la ville, qui me paraît elle aussi très agréable. C'est sur le conseil de Riyad que j'ai décidé de venir à Béjaïa, et je ne le regrette absolument pas. La réhabilitation des sites historiques ici à Béjaïa et le lancement de plusieurs projets de réaménagement ont permis à cette cité médiévale de reprendre sa vraie valeur dans la carte touristique nationale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.